Alors que le gouvernement a rendez-vous au grand complet ce matin pour un conseil des ministres qui sera suivi par un séminaire gouvernemental, notre grand invité est le politologue Jérôme Fourquet. Jérôme Fourquet, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Cette année, vous avez publié coup sur coup aux éditions du Cerf 2 livres, Les nouveaux clivages, qui interrogent les fractures, les nouvelles fractures au sein de la société française, des fractures politiques, économiques, sociales, et puis un autre livre qui s'appelle À la droite de Dieu, sur les réveils identitaire des catholiques. On évoquera cette question des catholiques en politique à la fin de cette émission. Mais aujourd'hui, évidemment, nous allons commencer par évoquer l'actualité nationale, l'actualité du jour. Hier soir, hier, on a appris donc ce remaniement ministériel. Le grand soir qu'appelait Nicolas Hulot n'a pas eu lieu. C'est juste un ajustement technique. Alors pour l'instant, effectivement, c'est un ajustement technique. On remplace poste pour poste au ministère de l'Environnement et puis aussi au ministère des Sports, ce qui n'était pas prévu dans la feuille de match, si vous me permettez l'expression, mais on a anticipé les révélations du Canard enchaîné qui ont dévoilé des soucis fiscaux de Madame Flessel. Donc on a fait un petit peu la voiture balai et on a sorti qui devait sortir. Donc on est sur... C'est ennuyeux cette affaire de ministère des Sports ou c'est un détail dans l'équipe gouvernementale? Pour le sport, honnêtement, on est sur quelque chose qui est quand même assez anecdotique. Néanmoins, cette affaire, si elle prend un petit peu de consistance, le gouvernement a essayé de la déminer en prenant les devants, mais vous voyez que dans le contexte dégradé que traverse l'actuelle majorité, l'actuel gouvernement, tout nouvel événement vient apporter de l'eau au moulin et vient, si vous voulez, à la fois montrer que Emmanuel Macron a un petit peu perdu la main, que la magie opère moins bien qu'il y a quelques mois, et puis d'un autre côté, vient souligner les limites de toute la rhétorique macronienne sur l'avènement d'un nouveau monde, puisque là, on a été chercher des personnalités de la société civile, mais qui manifestement n'étaient pas forcément exemples de fragilité. On va revenir sur l'ambiance autour du président Emmanuel Macron, mais peut-être d'abord un mot sur François de Rugy. Qu'est-ce qu'il incarne ? François de Rugy, il incarne une écologie réaliste. Réaliste, ça veut dire quoi, réaliste en écologie? Eh bien, ça veut dire qu'il est sans doute un petit peu moins maximaliste que Nicolas Hulot. Ce que ça suscite aussi comme réaction, c'est que manifestement, Emmanuel Macron n'avait pas 15 000 situations ou jokers dans sa manche et qu'il a été obligé... On a cité quand même pas mal de noms. Oui, mais ils sont pas venus. Ils sont pas venus. Le dernier en date, Daniel Cohn-Bendit, principal. Alors peut-être est-il en réserve d'En Marche pour conduire la liste aux européennes, on le verra. Mais donc François de Rugy, c'était aussi le président de l'Assemblée nationale. Et donc du coup, ça amène un jeu de chaises musicales avec un raménagement du dispositif macronien. Donc on voit bien qu'un Emmanuel Macron qui déteste agir sous la contrainte, là, depuis quelques semaines, il subit très fortement les événements. Ça veut dire que les troupes d'En Marche ne sont plus si larges que ça ? Alors, il y a un nombre conséquent de députés, mais vous voyez que quand il s'est agi de monter en première ligne pour défendre l'exécutif et l'Élysée en premier lieu au moment de l'affaire Benalla, c'est Emmanuel Macron qui est obligé de s'en charger lui-même. Là, aujourd'hui, pour remplacer un ministre de l'Environnement, alors très médiatique, on a été chercher le président de l'Assemblée nationale. Et donc tout ça nous montre un petit peu les limites ou les fragilités du dispositif. Même s'il faut être prudent, il y a quand même des capacités de rebond dont Emmanuel Macron, dans son jeune parcours, nous a appris à prendre cela en compte. Mais on est assurément dans une période assez difficile. Jérôme Fourquet, vous venez de nous dire, l'été a été compliqué pour Emmanuel Macron. Ça a commencé avec l'affaire Benalla, ça s'est terminé par la démission surprise, plus ou moins surprise, de Nicolas Hulot. Sa popularité, on va pas dire s'effondre, mais diminue grandement. Oui. Est-ce que c'est classique pour un président de la République ou là il se passe quelque chose? Alors vous pourriez rajouter dans le tableau de l'été, entre l'affaire Benalla et la démission de Nicolas Hulot, un autre indicateur, un autre élément qui a joué de notre point de vue de manière assez significative dans la dégradation de la popularité d'Emmanuel Macron, ce sont la publication de différents indices économiques. Taux de chômage qui baisse beaucoup moins rapidement que prévu, la croissance qui, en revanche,
elle, décline alors que ce n'était pas prévu. Et puis les indicateurs sur les comptes publics, le commerce extérieur qui ne sont pas bons. Pourquoi ça c'est important? Parce que Emmanuel Macron a bâti son récit et sa crédibilité sur une compétence économique et une capacité à sortir le pays de l'ornière. C'est ce qui a fait en grande partie sa réussite, et c'est ce qui lui valait le soutien de toute une partie de la population française. Jusqu'à peu, une autre partie de la population française n'était pas forcément dans un soutien plein et entier, mais était dans une posture d'attentisme bienveillant. On a le sentiment que depuis la fin de la réforme de la SNCF, cet électorat se dit que on est un petit peu déjà à l'heure des premiers bilans, que le compte n'y est pas, et que finalement ce qu'on nous avait promis, ce qui avait été promis n'est pas forcément au rendez-vous. Donc ce qui a été pour beaucoup dans la baisse de la popularité du président de la République, dans l'enquête qu'on publie cette semaine dans Paris Match, sa cote de popularité entre le fin juin et début septembre passe de 41 à 31%, donc c'est une baisse de 10 points. Une chute de 10 points en un été, c'est beaucoup. Il est aujourd'hui symboliquement au même niveau que François Hollande. Et donc, c'est pas inédit. Au contraire, ce à quoi on est en train d'assister, c'est une normalisation, une banalisation d'Emmanuel Macron. Certains diront c'est pas grave. On peut néanmoins s'en inquiéter dans les rangs de la République en marche, puisque toute la démarche d'Emmanuel Macron s'est construite en rupture avec les modèles précédents. Est-ce qu'il a fait des erreurs ? Alors tout le monde en commet sans doute. Je pense que une des erreurs était peut-être, mais ça fait partie du jeu, d'avoir survendu un certain nombre d'annonces ou de promesses, et donc susciter des attentes très fortes. Objectivement, faire un bilan sur une politique économique au bout d'un an, c'est quand même un peu court, sauf que ça peut être cruel, mais les Français aujourd'hui le font. Ils ont aussi été incités à le faire parce qu'Emmanuel Macron et son entourage avaient promis quand même d'aller très vite et qu'il y ait des résultats sonnants et trébuchants très rapidement. Maintenant, ce qu'il va falloir regarder, si on n'est plus dans le rétroviseur sur les erreurs, eh bien c'est le diagnostic qu'on peut faire. On peut penser, comme j'ai essayé de le développer précédemment, que sa base, aujourd'hui, est un peu sur sa fin, à la fois concernant les résultats économiques, mais aussi concernant le rythme des réformes. Il y a sans doute la nécessité de reprendre la main, parce que, encore une fois, depuis la fin du printemps et la fin de la séquence SNCF, les Français qui le soutenaient ou qui le regardaient d'un œil bienveillant ont le sentiment que le gouvernement est sur pause et qu'il subit les événements. Ça a commencé avec l'affaire Benalla. Vous voyez aussi toutes les tergiversations autour du prélèvement à la source, qui n'est pas la priorité des Français. Ces derniers sont plutôt favorables, mais ça a été un mauvais signal qui a été envoyé, parce qu'on a dit, tiens, quelqu'un qui est là normalement pour renverser les montagnes et tout d'un coup qui hésite devant l'obstacle. Sur une réforme technique ? Sur une réforme technique qui est normalement préparée depuis des années maintenant, hein, puisque le précédent gouvernement avait lancé ce chantier. Premier couac également, puisque un ministre explique que tout est prêt et qu'on n'a plus qu'à appuyer sur le bouton. Et donc, tout ça ne cadre pas avec le récit et la communication qui a été mise en scène et orchestrée depuis le début du quinquennat. D'où le trou d'air dans les sondages. Est-ce qu'il va pouvoir continuer son train de réforme, Emmanuel Macron ? Alors, avec une popularité qui est moins importante, ça devient plus compliqué, mais je pense, encore une fois, que, en tout cas c'est un diagnostic qu'on fait à l'IFOP, que pour renouer le lien avec une partie de sa base, on rappelle que un tiers de son électorat de premier tour aujourd'hui a basculé dans l'insatisfaction, c'est beaucoup, eh bien il faut à la fois obtenir des résultats qui vont prendre du temps, si tant est qu'ils arrivent, et par ailleurs montrer que on est à la tâche sans relâche. Et donc c'est sans doute ce qui devrait être fait, sachant qu'on arrive quand même dans une séquence compliquée avec le vote du budget, qui est toujours un moment difficile, surtout que, encore une fois, la croissance n'est pas là, les marges de manœuvre sont plus restreintes. Alors, au sein d'En Marche, il y en a certains qui demandent un rééquilibrage social, retourner un peu sur son pied gauche. Est-ce que ça, c'est possible ou c'est dangereux ? Alors, tout est possible, mais j'ai le sentiment que la cohérence idéologique et politique ne l'amène pas vers cela. Les premiers arbitrages qui ont été annoncés concernant le budget, des indexations des pensions de retraite, c'est-à-dire des retraites qui augmentent moins vite que l'inflation. Idem pour un certain nombre de prestations sociales. Ça, c'est le premier signal pour essayer de répondre à votre question. Un autre signal, c'était la fameuse sortie sur le pognon de dingue qu'on dépenserait dans notre modèle social. Donc tout ça ne plaide pas forcément
pour un ajustement ou un virage social. Sans doute, on en parlera peut-être tout à l'heure, que en guise de tournant social, on pourrait avoir quelques annonces sociétales, par exemple sur l'élargissement du droit à la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qui pourrait servir quelque part de caution progressiste ou de gauche pour essayer d'accompagner une politique économique plus libérale. Moi, je pensais il y a encore quelques semaines qu'il ce serait aussi le cas en matière environnementale, donc on donnerait un certain nombre d'os à ronger à Nicolas Hulot. Manifestement, ce n'a pas été le cas, où ils n'étaient pas suffisamment gros. Jérôme Fourquet, merci. Vous êtes notre grand invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur des études à l'IFOP. Un grand événement politique cette année, c'est bien sûr les élections européennes. Elles auront lieu en mai. Elles sont vraiment importantes pour la restructuration politique de notre pays? Oui, c'est important déjà en tant que tel, puisque c'est des élections européennes et on voit que la dimension européenne est de plus en plus importante dans les sujets qui font l'actualité tous les jours, qu'il s'agisse des migrants ou de la crise environnementale. Et puis elles sont au plan intérieur aussi éminemment importantes, parce que elles devraient normalement permettre d'évaluer ou de faire un diagnostic sur la poursuite ou non du processus de recomposition politique qui a été lancé avec fracas au moment de la présidentielle. Il y a quelques mois encore, Édouard Philippe, le Premier ministre, disait que la poutre travaillait encore, que la recomposition politique n'était pas terminée. Le grand schéma qui se dessinait, c'était qu'après avoir fracassé le Parti socialiste, En Marche avait comme objectif de fracasser la droite et de négocier un accord d'alliance avec ce qu'on appelle la droite modérée humaniste, le courant Juppé-Raffarin. Bah écoutez, pour l'instant, c'est... Pour la gauche, c'est réussi. Pour la gauche, ça a été réussi. Pour la droite, c'est en cours. La droite, c'était en cours. Toute le débauchage d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin, de Bruno Le Maire, puis toute une série de mesures économiques faisait que on n'avait pas loin de la moitié de l'électorat des Républicains qui soutenait le gouvernement jusqu'au début de l'été, ce qui était énorme, puisque normalement, un an après une élection, les opposants basculent très massivement dans l'opposition ou dans le mécontentement. Il y a un coup d'arrêt à cette stratégie qui date sans doute de l'affaire Benalla. On voit déjà que l'accord n'a pas été possible au Sénat pour la réforme constitutionnelle. Or, le Sénat est contrôlé par la droite. Et on voit maintenant, quand on écoute les propos de Jean-Pierre Raffarin, par exemple, de Fabienne Keller, élue du Bas-Rhin, qui représente cette sensibilité, que l'alliance pour les européennes ne va pas de soi et que tout ça risque d'être plus compliqué que prévu. Dans la dernière enquête que nous citions, la cote de popularité a d'Emmanuel Macron très fortement baissé dans l'électorat de droite, et ça va rendre bien évidemment les leaders de cette droite modérée plus prudents dans leur manœuvre d'éventuel ralliement. Aujourd'hui, qui incarne l'opposition à Emmanuel Macron? C'est Jean-Luc Mélenchon? C'est Laurent Wauquiez? Alors, Jean-Luc Mélenchon, dans les enquêtes, apparaît comme un des principaux opposants à Emmanuel Macron. Et à peu près dans les mêmes proportions, on a également les Républicains, alors de manière plus collective. Il y a Laurent Wauquiez, mais il y en a d'autres. On a vu, par exemple, que ces Républicains étaient quand même pas mal à la manœuvre, institutionnellement parlant, au moment de l'affaire Benalla, par exemple. Et je pense qu'ils vont être très en pointe dans les prochaines semaines, au moment du débat sur le budget, puisque ils vont essayer par tous les moyens d'empêcher cette stratégie macronienne de débauchage d'une partie de leurs électeurs. Et en cela, les annonces fiscales ou sociales qui ont été faites sur ce qui concerne les retraités, alors on a en tête déjà la hausse de la CSG qui n'a pas été compensée pour 60% des retraités par d'autres baisses de cotisations, mais qui fait suite, ou à laquelle fait suite désormais la désindexation des pensions de retraite. Là, c'est un boulevard pour la droite pour essayer de se renouer avec son électorat retraité modéré qui aurait pu être tenté à un moment par En Marche. Donc LR va sans doute monter le volume sonore dans les semaines et les mois qui viennent sur ces questions économiques, et donc de ce fait sans doute reprendre du galon en termes d'opposition. Jérôme Fourquet, je reviens sur la question européenne. Emmanuel Macron se pose depuis sa campagne comme un champion européen. Est-ce que la question européenne est clivante dans les partis politiques? Oui, alors elle est extrêmement clivante, et c'est ça notamment qui a permis la recomposition politique. Puisqu'on voit que, en gros, depuis le référendum de 2005, le Parti socialiste d'une part, la droite d'autre part, était traversé par une ligne de clivage.
Alain Juppé, en son temps, avait bien diagnostiqué le problème et il avait, dans une formule dont il a le secret, expliqué qu'un jour, il faudrait bien couper les deux bouts de l'omelette. Manifestement, c'est Emmanuel Macron qui était à la manœuvre. C'est lui qui a rassemblé ce bloc central. Ce bloc central, il n'est pas totalement homogène encore. Il pourrait être élargi, notamment sur la droite. Et vous avez, par exemple, symboliquement, aujourd'hui, des manœuvres d'approche à la fois d'En Marche et des Républicains pour essayer de rallier la candidature de Monsieur Barnier, grand européen, comme tête de liste pour l'un des deux mouvements. Hein. Donc on voit bien que ça converge. Jérôme Fourquet, rapidement, une dernière question. Vous avez écrit un livre à la droite de Dieu. Ils sont où aujourd'hui, les catholiques, en politique? Alors en politique, ils sont principalement ou majoritairement à droite, hein, puisqu'ils ont voté à 45% pour François Fillon, en tout cas les catholiques pratiquants, mais on est, comme on l'a dit souvent dans d'autres médias catholiques, sur un électorat qui est quand même assez hétérogène. Hein. Il y a encore les catholiques de gauche existent. Il y en a également qui est du côté d'Emmanuel Macron. Et il y en a une frange qui a regardé aussi ce qui se passait du côté de Marine Le Pen. Il y a un moment important, ça va être début de l'année prochaine, avec les annonces en matière bioéthique notamment, et le fait de savoir si Emmanuel Macron, là aussi qui était dans une tentative d'approche de cet électorat, eh bien, réussit son opération ou pas. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci à vous. Je rappelle vos deux livres, Les nouveaux clivages et À la droite de Dieu.